La meilleure bombe nucléaire de l'Iran, c'est ce qu'ils appellent le SH, le détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz restera toujours un moyen de pression, chaque fois que les Américains ne tiendront pas leurs engagements. Les États-Unis vont continuer à ralentir tout le processus, sans vraiment respecter pleinement l'accord, au moins jusqu'aux élections de mi-mandat. Les Iraniens, eux, sont prêts pour une nouvelle confrontation. Parce que si les Américains veulent que le premier paragraphe du protocole d'accord devienne une affaire entre Israël et l'Iran, eh bien l'Iran est tout à fait disposé à frapper Israël seul, ou le Liban, comme il l'a déjà fait. L'Iran a établi ses propres règles d'engagement. Bienvenue à tous, je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un très bon ami de notre émission, l'unique Elijah McNair. Elijah est analyste politique, commentateur et ancien correspondant de guerre, avec plus de 35 ans d'expérience à couvrir le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Elijah, bienvenue à nouveau dans l'émission. Je suis vraiment ravie de te revoir. Bonjour Lena, et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Il se passe énormément de choses, et j'attendais vraiment cette conversation avec vous. La situation semble être revenue vers la diplomatie, ou du moins vers une tentative de diplomatie. Mais le cessez-le-feu reste très fragile et les deux camps continuent de se préparer à une possible reprise des combats. Des responsables américains et iraniens tiennent des discussions indirectes à Doha, au Qatar. Ces échanges sont facilités par le Qatar et le Pakistan. D'après ce que je comprends, l'un des plus grands obstacles reste la communication publique. Les États-Unis affirment que les négociations avancent, que les relations avec l'Iran s'améliorent et que les discussions techniques se poursuivent. Mais de l'autre côté, l'Iran insiste publiquement sur le fait qu'aucune négociation formelle n'a lieu, que sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz n'est pas négociable et qu'un contrôle naval étranger sur Ormuz est inacceptable. Elijah, ce décalage visible, est-ce le signe d'une rupture totale du dialogue ou simplement une tactique de négociation? En fait, c'est une très bonne question, parce que même le vice-président Vance se plaignait de ne pas comprendre la mentalité iranienne, ni la différence entre les périodes de négociation et celles où il n'y en a pas. Alors, la réponse rapide, c'est à la fois oui et non. Il y a des négociations techniques, c'est-à-dire que les équipes techniques, qui ne sont pas des décideurs, s'occupent simplement des détails du protocole d'accord, surtout dans les domaines des avoirs gelés, des compensations, de la levée des sanctions et bien sûr du programme nucléaire. En revanche, il n'y a pas de négociation de paix, parce que pour l'Iran, c'est très clair. On peut continuer à discuter autant qu'on veut, mais tant que les 14 points que le président Trump a signés, dans une copie en persan et en anglais, la même, traduite dans les deux langues, ne sont pas respectés, notamment les points 1, 4, 5, 10 et 13, il n'y aura pas de progrès. Il n'y a pas de négociation de paix. On peut parler des aspects techniques, mais une fois ces détails réglés, ça ne veut plus rien dire, parce qu'il n'y a aucun accord sur la manière ni sur le moment de les appliquer. Jusqu'à présent, on constate une violation grave des 14 points du protocole d'accord. Et cette violation concerne le détroit d'Ormuz et le Liban. Dans le détroit d'Ormuz, au paragraphe 5, il est fait mention d'Oman et de l'Iran. Ce sont ces deux pays qui sont responsables du détroit d'Ormuz. Il y a des eaux territoriales omanaises et iraniennes, et c'est à eux d'en assurer la gestion. Mais il ne s'agit pas seulement de souveraineté, il s'agit aussi de sécurité. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce que cela veut dire, la sécurité. Alors je vais l'expliquer très brièvement. Quand Cuba a installé des missiles russes, ou plutôt soviétiques,
à l'époque de Kennedy, Kennedy était prêt à aller jusqu'à une guerre mondiale parce qu'il considérait que c'était une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Il estimait que les Soviétiques ne pouvaient pas avoir de missiles aussi proches des frontières américaines, car ils auraient pu frapper l'Amérique sans qu'il soit possible d'intercepter ou de riposter à temps. C'est exactement ce que la Russie a fait avec l'Ukraine, en disant « Je ne veux pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN », alors même qu'il y avait encore un respect de la souveraineté avant le 22 février 2022. Et la Russie a ajouté « Je ne veux pas de l'OTAN là-bas », parce que partout où l'OTAN est présente, il y a des armes nucléaires, comme à Incirlik, comme en Europe, à l'Est comme à l'Ouest, qui peuvent mettre en danger la sécurité de la Russie. Et en moins de 6 ou 7 minutes, un missile nucléaire peut atteindre Moscou. Donc, ce genre de sécurité dont parlent les Iraniens. D'abord, il n'y a pas de fin à la guerre. C'est juste un cessez-le-feu. Et même celui-là n'est pas respecté. Ensuite, il n'y a aucune mention de la présence des Américains, ni de leur ingérence. Donc, le CENTCOM et les États-Unis sont exclus de l'équation. Les Iraniens discuteraient avec les Omanais. Non, et ils se mettraient d'accord sur un passage libre, comme l'Iran l'avait accepté pour 60 jours. Mais ils parlent aussi des frais de service. Et c'est là que les Américains ne comprennent pas, parce qu'ils veulent remplir leurs réserves stratégiques. Alors qu'en temps normal, ils avaient environ 700 millions de barils en réserves stratégiques. Pendant la guerre, ils se sont retrouvés avec environ 331 millions de barils. Donc, il leur faut un peu moins de 400 millions de barils pour refaire le plein, une fois que le prix du pétrole aura baissé. Et ce prix baisse quand l'Iran autorise la navigation dans le détroit d'Ormuz. Mais voilà, ils ne veulent rien donner à l'Iran. Les 12 milliards de dollars qui devaient être versés à l'Iran ne l'ont pas été. Et maintenant, seulement aujourd'hui, ils disent qu'il y a 3 milliards de dollars qui peuvent être transférés à l'Iran à partir de fonds iraniens bloqués au Qatar. Il y a 12 milliards de dollars au Qatar sur lesquels l'Iran devait pouvoir mettre la main, parce que cet argent, c'est de l'argent iranien. Et puis, les Américains ont arrêté depuis longtemps. Et au lieu de débloquer les 12 milliards de dollars, ils disent maintenant qu'ils avaient promis que 3 milliards. Voilà où nous en sommes. Et puis il y a le Liban. Dans le premier paragraphe, l'Iran, peu importe ce qui se passe entre le gouvernement libanais et les négociateurs israéliens, dit clairement « fin de la guerre, pas un cessez-le-feu ». Fin de la guerre et souveraineté libanaise. Ce qui veut dire le retrait de toutes les forces israéliennes du Liban. Pendant ce temps, Benjamin Netanyahou parle de liberté d'action et affirme qu'il ne se retirera jamais de la région de Baalbek. Voilà où nous en sommes. Elijah, avant de passer au détroit d'Ormuz et de parler du Liban ainsi que du protocole d'accord, je viens de voir des informations selon lesquelles le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait déclaré qu'Israël frapperait de nouveau si nécessaire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans le contexte des discussions de Doha? Eh bien, c'est Netanyahou qui a lancé sa campagne électorale il y a quelques semaines. Il a commencé en attaquant l'opposition, et plus précisément l'un de ses dirigeants, Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major et ancien ministre au sein du cabinet de guerre. C'est aujourd'hui la figure la plus forte de l'opposition, celle qui peut vraiment peser face à Netanyahou. Et il l'a attaqué justement parce qu'il a démarré sa campagne. Il y aura des élections en Israël dans environ 5 mois. Et pendant ces 5 mois, Netanyahou ne peut pas se retirer du Liban, ni prendre la moindre décision qui pourrait être perçue comme un signe de faiblesse. Il ne respectera pas non plus le protocole d'accord conclu entre les Iraniens et les Américains.
that the Lebanese President Joseph Aoun offered a ladder to Netanyahu and a great gift during the election for Netanyahu to brag about and say, I am bringing to Israel a peace deal with Lebanon where the Lebanese accept my presence on Lebanese territory, for me to occupy a buffer zone inside Lebanese territory and a freedom of action where I can bomb anytime I want, any target that I see, and also go to any village that is not under the Israeli control. I would like to see that. It's not happening because during the war he failed. He's not going to be able to move in during a ceasefire. But he's not respecting the ceasefire, and he's counting and capitalizing on the agreement with the Lebanese president that actually doesn't represent the majority of the Lebanese, because there are more than half of the Lebanese. Pour avoir accepté ce cadre d'accord avec les Israéliens, considéré comme un accord de capitulation. That was considered a surrender agreement. Parlons très vite du détroit d'Ormuz, parce qu'à Doha, c'est clairement l'un des sujets de discorde les plus importants. Vous avez d'ailleurs écrit un excellent article intitulé « Ormuz après la guerre, le nouveau prix de l'Iran pour un passage sûr ». Je mettrai le lien vers cet article dans la description ci-dessous et je recommande vivement à nos auditeurs d'aller le lire. Dans cet article, vous écrivez « Si le détroit est devenu un théâtre de guerre, la navigation doit être organisée comme une question de sécurité. » C'est exactement ce à quoi vous faisiez allusion au début de notre conversation. Alors, selon vous, quelle est la probabilité que Téhéran accepte qu'Ormuz retrouve son statut d'avant-guerre? Parce que ce serait une concession majeure qui irait clairement à l'encontre de ses intérêts en matière de sécurité. Aujourd'hui, l'Iran rouvre la navigation dans le détroit d'Ormuz, mais à une seule condition, que la circulation soit organisée et autorisée par les Iraniens sur des couloirs bien précis. C'est la seule différence, parce que la navigation est revenue à son état précédent, mais uniquement si tous les navires passent de part et d'autre de l'île de Larak, qui fait partie du territoire iranien. C'est là qu'il y a un désaccord avec le CENTCOM et avec les Américains. Eux disent « Non, nous élargissons le couloir d'Oman pour que tous les navires puissent y passer. » Mais ça contredit le paragraphe 5 du protocole d'accord, parce que ce paragraphe dit très clairement que c'est l'Iran qui doit organiser le passage en toute sécurité. Il ne parle pas du CENTCOM. C'est à l'Iran de le faire. Et le passage sécurisé organisé par l'Iran relève en fait de la responsabilité iranienne. C'est à eux d'indiquer aux navires quel itinéraire est sûr. Comme c'est précisé dans le protocole d'accord, les Américains l'interprètent d'une manière totalement différente, d'où les échanges de tirs entre les forces américaines et le CENTCOM. Mais en aucun cas, le CENTCOM n'a le droit de bombarder l'Iran, car l'Iran envoie des avertissements aux navires en disant « Je suis responsable, dirigez-vous vers moi ». Pour l'Iran, il est essentiel que les cargaisons ne soient pas orientées vers les États-Unis ou vers Israël, les deux pays qui ont déclenché la guerre contre l'Iran de façon illégale, sans provocation. C'est pourquoi il est précisé dans le protocole d'accord signé par le président Donald Trump que c'est à l'Iran d'organiser le trafic maritime. Le détroit d'Ormuz ne reviendra jamais à la situation d'avant-guerre en ce qui concerne le passage en transit. Autrement dit, il ne sera plus possible de le traverser sans qu'on vous demande quoi que ce soit, sans coordination et sans payer de frais pour les services. Et si je dis ça, c'est parce que le ministre omanais des Affaires étrangères a déclaré que pour Oman, il n'y aurait jamais de frais imposés sur le passage. En revanche, il a précisé qu'il comprenait qu'il était possible que l'Iran facture des frais pour certains services, ce qui correspond à la position défendue par les Iraniens. Et ces services existent, comme en Turquie, des services de protection de l'environnement, de sécurité de la navigation, d'escorte ou tout autre service que l'Iran peut proposer. Donc, revenir à la situation d'avant-guerre
reste possible, mais avec des frais de service, pas des frais de transit. Nous sommes en plein milieu de cette période de 60 jours. Cet accord de principe entre les États-Unis et l'Iran, en théorie, laisse un peu d'espace aux deux parties pour recourir à la diplomatie. Bien sûr, on sait que le cessez-le-feu est extrêmement fragile. Les deux camps ont échangé des tirs et d'après ce que j'ai compris, ces échanges, limités mais réels, se sont poursuivis depuis l'arrêt des bombardements ce week-end. Il est évident que les deux parties ne se font absolument pas confiance et il serait franchement naïf de s'attendre à ce que l'Iran fasse confiance à l'administration Trump. Vous soutenez que les négociations visent à détruire le levier d'influence de l'Iran, que le véritable objectif est en fait d'effacer ce que l'Iran a gagné grâce à la guerre. Pourriez-vous développer cette idée, s'il vous plaît, et nous aider à comprendre quels outils l'administration Trump et peut-être Israël utilisent pour priver l'Iran des avantages qu'il a obtenus pendant le conflit? Avant la guerre, l'Iran subissait des sanctions très lourdes, à peu près 5000 sanctions contre les Iraniens. Et l'Iran disait, il faut négocier, vous devez lever ces sanctions et vous devez nous rendre notre argent. Mais l'Iran n'avait qu'un seul levier, l'enrichissement d'uranium. Ils avaient atteint 60%, et le monde commençait à paniquer à ce sujet. Enfin, pas tout le monde, surtout Israël, qui s'en servait comme prétexte. Même du côté iranien, on disait que le TNP, le traité de non-prolifération, autorise l'Iran à aller jusqu'à 90% sans problème, tant que le programme n'est pas un programme militaire, un programme nucléaire militaire. Et ni l'Agence internationale de l'énergie atomique, ni la CIA, ni aucun autre service de renseignement américain n'ont jamais affirmé que l'Iran fabriquait réellement une bombe nucléaire. À part Netanyahou, qui l'a répété une centaine de fois au cours des 16 dernières années. Et même en 1992, quand il siégeait à la Knesset, il disait déjà que l'Iran allait avoir l'arme nucléaire dans quelques semaines. Et ça fait des décennies que ces quelques semaines durent. À cause de ça, les Israéliens sont entrés en guerre en juin 2025 et Donald Trump a vu là une occasion d'aller, comme il l'a affirmé, anéantir le programme nucléaire iranien. Donc, si Donald Trump a vraiment détruit ce programme nucléaire, ça n'a plus aucun sens de demander à l'Iran de signer un accord pour ne pas aller vers l'arme nucléaire, puisque le programme a été complètement détruit. Il n'a aucun intérêt à demander à l'Iran de livrer l'uranium enrichi à 60%, ni de le transformer en 20% pour la recherche, ou en 3,67%, ni même de l'échanger avec les Russes, les Chinois ou les Américains. Parce que le programme nucléaire et cet uranium à 60% sont enfouis sous des tonnes de décombres. Donald Trump a dit que le très bel avion B-2 avait détruit tout le site de Fordow et enterré l'uranium enrichi, ainsi que les centrifugeuses. Alors, si on veut dire que Donald Trump n'a fait qu'utiliser cette histoire comme un simple récit, pour l'Iran, il ne reste qu'un seul levier, le détroit d'Ormuz. Et l'Iran a découvert que ce détroit infligeait en réalité des souffrances aux pays du Golfe, à l'Asie et au reste du monde, qui profitent des 20% d'énergie, pétrole et gaz qui passent par le détroit d'Ormuz. Du point de vue iranien, faire partager cette douleur est nécessaire quand tous ces pays ne respectent pas le droit international. Ils ne disent rien aux États-Unis ni à Israël. Ils ne les tiennent pas responsables de ce qu'ils font contre l'Iran. Alors pourquoi l'Iran respecterait-il le droit international en ne fermant pas le détroit d'Ormuz,
juste pour faire plaisir aux Américains et maintenir le prix du pétrole à un niveau qui convienne aux besoins de Donald Trump, alors qu'il a dit vouloir changer le régime et a détruit l'Iran avec plus de 30 000 frappes aériennes. Il a détruit tellement d'endroits, militaires et civils, des ponts civils, pas en construction, pas opérationnels, juste pour pouvoir dire que l'armée les utilisait. L'école de Minab, où 173 enfants ont été tués par un missile Tomahawk que l'Amérique ne reconnaît toujours pas. Alors tout ça, l'Iran n'est pas là comme un acteur bienveillant qui offre des choses gratuitement en disant « Très bien, maintenant vous arrêtez la guerre ». And say, okay, well now you stop the war, there is a ceasefire, what hurt you the most? Il y a un cessez-le-feu. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Le détroit, c'est ça. Je vais vous l'ouvrir, si vous voulez. Et après, où est le levier sur les Américains pour qu'ils libèrent l'argent iranien, qu'ils lèvent toutes les sanctions et qu'ils compensent toutes les destructions? Encore une fois, la meilleure arme nucléaire de l'Iran, c'est ce qu'on appelle le SH, le détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz restera toujours un levier chaque fois que les Américains ne tiendront pas leurs engagements. Et les Américains ne tiendront pas leurs engagements. Ils vont continuer à ralentir tout le processus, sans vraiment respecter pleinement l'accord, au moins jusqu'aux élections de mi-mandat. Si, lors des élections de mi-mandat, les démocrates gagnent, ils rendront la vie de Trump infernale pour le reste de son mandat. Si les républicains gagnent, alors il s'en fiche. Il pourra repartir en guerre contre l'Iran. Et c'est là que Benjamin Netanyahou dit qu'on peut y retourner, parce qu'Israël n'osera jamais affronter l'Iran seul. Il a déjà entraîné les Américains une fois, et il peut les entraîner à nouveau, pour atteindre des objectifs qui se sont révélés être un échec total lors de la première campagne de 40 jours. Elijah, j'imagine que les États du Golfe, les pays du CCG, font activement pression pour qu'un accord négocié voie le jour. Mais on sait aussi que beaucoup d'entre eux sont très proches d'Israël et de ses intérêts. Et bien sûr, Israël, ou plutôt Netanyahou, veut poursuivre la guerre. Il fait tout ce qu'il peut pour empêcher un véritable accord négocié entre les États-Unis et l'Iran. Alors, quel rôle jouent aujourd'hui les États du CCG dans la médiation diplomatique entre l'Iran et les États-Unis? Et dans quelle mesure sont-ils vraiment engagés dans la recherche de la paix, plutôt que dans le simple report d'une action militaire jusqu'après les élections de mi-mandat, ou jusqu'à ce que l'administration Trump, et peut-être Netanyahou aussi, soit réarmée, pleinement équipée et prêt à relancer la guerre? Le seul pays du Golfe que l'Iran considère vraiment comme digne de confiance, c'est le Qatar. Parce que le Qatar n'a aucun intérêt à s'opposer à l'Iran. Au contraire, il est dans son intérêt d'arrêter cette guerre. Elle détruit la sécurité dans le Golfe. Elle empêche le Qatar de vendre son gaz, alors que le pays a des engagements sérieux. Le Qatar ne parle même pas des 20 milliards de dollars de dégâts subis par ses installations gazières pendant la guerre. Donc le Qatar, c'est le seul endroit. Les autres pays du Conseil de coopération du Golfe, y compris le Qatar dans ce cas, ont tous des bases militaires. Et comme l'a dit Donald Trump, nous utilisons tous leurs aéroports, sans même avoir besoin de leur demander la permission. Et dans d'autres cas, comme avec les Émirats, le général Kane a dit que nous avions combattu côte à côte avec les Émiratis. Donald Trump a dit « À qui sont ces bombes? Ce n'est pas nous qui bombardons l'Iran. » Et il a affirmé que c'était les Émiratis qui bombardaient l'Iran. Donc on sait que les pays du Golfe voulaient briser l'Iran. Mais comme ce projet a échoué et que les Américains et les Israéliens n'ont pas réussi à atteindre l'objectif des pays du Conseil de coopération du Golfe, d'Israël et des États-Unis, c'est-à-dire détruire l'Iran, le soumettre et mettre fin à son influence en Asie de l'Ouest,
Maintenant, ils veulent l'arrêter. Parce qu'ils ne peuvent pas montrer à leur population que l'Iran est devenu une puissance régionale et que dans le protocole d'accord, il y a 14 points, dont 13 sont en faveur de l'Iran. Et même si on parle de l'arme nucléaire, l'Iran, lui, ne veut pas de bombes nucléaires. Mais accordons ça à Donald Trump. Au moins sur ce point-là, il a tout effacé. Et maintenant, c'est l'Iran qui dicte les conditions et le rythme aux Américains en disant « voilà ce que je veux ». Même Benjamin Netanyahou a reconnu que les Iraniens voulaient nous pousser hors du Liban. Donc l'Iran est allé au Liban pour forcer les Israéliens à partir en passant par les Américains. Et il a réussi à revenir avec le protocole d'accord avec les Libanais. Mais l'Iran ne s'en sent pas concerné. L'Iran reste dans la même position. Aujourd'hui, l'Iran est devenu une puissance régionale. Et il parle depuis une position de force, non pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'il n'a pas été vaincu. Alors de quoi les Américains, les Israéliens et les pays du Golfe peuvent-ils encore le menacer? Ils ont essayé, ils ont tout tenté, et ils ont échoué à détruire l'Iran. Alors aujourd'hui, l'Iran dit « Voici mes règles, et vous devez les respecter. Et si ça ne vous plaît pas, je ferme le détroit d'Ormuz. » L'Iran a vécu en récession pendant 47 ans, depuis que Jimmy Carter a imposé les premières sanctions en 1979. Ensuite, il y a eu Ronald Reagan, puis Bill Clinton, après lui, Barack Obama, puis Donald Trump lors de son premier mandat, Joe Biden après Trump, et à nouveau Donald Trump pour un second mandat. Donc, ils ont tout connu. Ils savent vivre avec ça. On peut parler de la vie difficile, du coût élevé des produits en Iran. On peut dire qu'il y a de l'inflation, une dévaluation de la monnaie locale. Mais ils ont vécu 47 ans dans ces conditions. La vraie question c'est, est-ce que les pays du Golfe pourraient vivre comme ça? Pendant 1 an, 2 ans, 5 ans? Eh bien, les Iraniens sont tout à fait prêts à refermer le détroit d'Ormuz. Bien sûr, pendant cette période de cessez-le-feu, ils ont réussi à vendre environ 50 millions de barils, ce qui représente entre 3 et 3 milliards et demi de dollars. Mais ça ne va pas changer grand-chose pour l'Iran. On oublie souvent que le chef de la révolution, celui qui a été assassiné par les Israéliens au début de la guerre, avec le soutien des États-Unis, possédait environ 200 milliards de dollars à travers des institutions dans le pays. Donc il y a toujours une marge de sécurité pour que le gouvernement tienne et que le pays tienne aussi. Et puis, l'arrière de l'Iran, l'Azerbaïdjan, la Turquie, l'Irak, la mer Caspienne, tout ça reste ouvert. Le train et la voie ferrée vers l'Asie jusqu'à la Chine sont ouverts, pas fermés. Et le pays peut accorder autant de crédit que l'Iran le souhaite, parce que c'est un pays viable. Ils ont des ressources naturelles et ils peuvent donner n'importe quoi en échange de ce qu'ils possèdent. Donc l'Iran ne va pas souffrir, parce que l'Iran n'a pas l'habitude de vivre dans le luxe. Mais les pays du Golfe, eux, oui. Le levier du détroit d'Ormuz ne sera donc jamais cédé aux Américains, à moins que les Américains ne lèvent toutes les sanctions et ne rendent tout l'argent. Ce qui veut dire que le détroit d'Ormuz ne retrouvera pas son statut d'avant, parce que les Américains ne sont pas prêts à lever toutes les sanctions ni à rendre tout l'argent, y compris les compensations dont Donald Trump disait que les Arabes allaient s'acquitter et dont le secrétaire général du CCG a affirmé que personne ne leur en avait parlé. On se retrouve donc dans une situation où il n'y a absolument aucune confiance entre les deux camps. Absolument. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était sans doute la semaine dernière, peut-être il y a 1 semaine et demie, tu avais mentionné que le Liban était bien sûr un élément central des négociations et plus largement du dilemme moyen-oriental auquel l'Iran est confronté. La semaine dernière, un accord cadre négocié par les États-Unis a été signé avec le Liban. Et la question centrale, c'est évidemment l'avenir du Hezbollah.
L'accord prévoit que l'armée libanaise prenne le contrôle total du sud du pays, que le Hezbollah soit désarmé et que les forces israéliennes se retirent progressivement à mesure que l'armée libanaise établira la sécurité dans le sud du Liban. Et bien sûr, Israël ne va pas se retirer, comme vous l'avez dit au tout début de cette conversation. Alors, est-ce que l'Iran est prêt à laisser le Liban en dehors du cadre des négociations entre les États-Unis et l'Iran, à Doha et au-delà? Est-ce que ce serait une concession? Et comment cela pourrait-il en être une alors que c'est si important pour l'Iran, pour sa sécurité avancée, s'assurer qu'il soutient et la résistance du Hezbollah contre l'occupation israélienne? Le nouveau jeune dirigeant de la révolution, Saïd Mojtaba Khamenei, âgé de 56 ans, s'oppose au protocole d'accord, l'accord irano-américain, tout comme son défunt père, qui refusait tout accord avec les Américains parce qu'il ne leur faisait pas confiance. Mais, comme son père, il laisse toujours au peuple et à ses représentants la responsabilité qu'ils jurent d'assumer honnêtement, à condition qu'ils garantissent que cela servira réellement les intérêts du peuple iranien. Et ces intérêts, pour lui, sont liés à ceux des chiites du Liban, qu'ils n'abandonneront jamais. La première et principale condition posée par Saïd Mojtaba Khamenei, lorsqu'il a délégué le pouvoir au Conseil de sécurité nationale dirigé par le président, c'est de veiller à ce que le premier paragraphe soit strictement respecté. Et le premier paragraphe mentionne le Liban à 3 reprises. Il parle de la fin, de la cessation de toutes les opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. C'est donc là qu'il cite le Liban pour la première fois. Ensuite, il évoque l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Et encore une fois, il précise que l'accord final confirmera la fin permanente de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que les autres dispositions du premier paragraphe. Donc, peu importe ce que le gouvernement libanais veut signer avec les Israéliens, c'est leur affaire. Pour l'Iran, les Iraniens veulent voir les Israéliens partir. Sinon, le détroit d'Ormuz en paiera le prix. Encore une fois, on revient au détroit d'Ormuz et les Iraniens ne feront aucune concession à ce sujet. Pour eux, c'est très clair. Le problème avec le protocole d'accord signé entre le président Joseph Aoun et les Israéliens, c'est que la majorité des Libanais y sont opposés. Et quand je dis la majorité, je parle des chiites, qui représentent environ 31% de la population, disons même 30. Les druzes y sont opposés. Les dirigeants chrétiens, qui ont des députés au Parlement et au gouvernement, y sont opposés aussi. Certains sunnites du Jamaat Islamiyah, ainsi que le représentant sunnite de Saïda, Oussama Saad, y sont opposés. Et parmi les maronites, parmi les chrétiens maronites, parmi les sunnites et parmi les druzes, le leader druze, Walid Jumblat, a dit qu'il y était opposé. Donc la majorité n'est pas pour cet accord. D'abord parce qu'il ne parle pas de certains points essentiels, et ensuite parce qu'il ne dit pas qu'Israël se retirera. Troisièmement, il est dit que le Hezbollah doit rendre ses armes et qu'Israël doit le vérifier. Donc, ils doivent aller avec l'armée libanaise pour contrôler chaque village, chaque ville et s'assurer que le désarmement du Hezbollah a bien eu lieu. Ensuite, le président libanais ne soumettra jamais cela au gouvernement, ni au Parlement, pour un vote, parce qu'il échouerait. Il ne peut pas présenter un accord dont une partie, la partie sécuritaire, reste secrète et dont seule une portion a été révélée par les Israéliens. On ne peut pas demander au Parlement ou au gouvernement de voter sur quelque chose de secret. Il faut rendre public ce qui a été convenu. Tout cela, pour l'Iran, n'a donc aucun intérêt. Pour l'Iran, il y a le paragraphe 1 et le paragraphe 13 qui disent qu'il faut appliquer le paragraphe 1 plus tous les autres. Et pour cette raison,
L'Iran ne renoncera jamais au Liban, même si le Liban décidait de renoncer à lui-même. Donc ce problème, c'est celui des Américains. Parce que les Iraniens n'ont rien à voir avec les Israéliens, ils ne veulent ni leur parler, ni négocier avec eux. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas à la table des discussions. Les Américains, eux, y étaient. Ce sont eux qui ont dit qu'ils étaient les dirigeants. Ils ont dit, nous avons commencé cette guerre, nous sommes allés avec les Israéliens et nous négocions au nom d'Israël. Très bien. Alors, vous appliquez le protocole d'accord au nom des Israéliens, dans la partie qui concerne Israël. Le Hezbollah, bien sûr, a refusé de se désarmer. Alors, quelles sont les options de Trump, puisque les intérêts d'Israël sont en conflit direct avec ceux du Hezbollah et de l'Iran dans ce cas précis? Maintenir le statu quo jusqu'à la fin des élections de mi-mandat, puis relancer la guerre. Tout le monde est prêt pour la guerre maintenant. Le Hezbollah reprend son souffle, récupère les corps tombés sur le champ de bataille dans les zones sous les décombres, reconsolide ses positions et s'occupe des surprises qu'il a préparées sur la colline d'Ali Tahir. Et il semble qu'une surprise pourrait surgir bientôt. On ne sait pas encore ce que c'est, mais ça ressemble bien à une surprise. Et puis, les Iraniens aussi se préparent pour une nouvelle phase de combat. Parce que si les Américains veulent que le premier paragraphe du protocole d'accord reste une affaire entre Israël et l'Iran, eh bien l'Iran est tout à fait prêt à bombarder Israël de son côté. Pour le Liban, comme il l'a déjà fait. L'Iran a établi ses propres règles d'engagement. Vous bombardez le sud de Beyrouth, la banlieue de Beyrouth. Alors nous, on bombarde le nord de la zone occupée, dans le nord d'Israël. Et du côté iranien, ils passeront à autre chose. Dans la deuxième phase, ils diront « Vous bombardez le sud du Liban, nous vous bombarderons ». C'est cette deuxième phase qui commencera quand les Américains ne respecteront pas le protocole d'accord et qu'ils ne suivront pas à la lettre la phrase qui dit « Les États-Unis et la République islamique ainsi que leurs alliés ». C'est la première ligne du premier paragraphe. Il revient donc aux États-Unis d'assumer leurs obligations sur un engagement que Donald Trump a signé à Versailles, à Paris, et qu'il avait accepté de respecter et d'appliquer. Sinon, tout le protocole d'accord sera compromis. Elijah, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir aidé à clarifier ce qui se passe vraiment dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que dans l'ensemble du Moyen-Orient. J'espère que tu reviendras pour un prochain épisode. J'ai hâte de lire tes nouveaux articles sur ton site ejmanier.com et aussi sur ton compte X que je suis tous les jours. Il y a toujours énormément d'informations intéressantes et importantes que tu partages en continu. Je me demande même si tu dors parfois parce qu'on a l'impression que tu travailles jour et nuit. Tes mises à jour sont toujours très très précieuses et je recommande vivement de suivre Elijah sur X et de visiter son site. Soutenez son travail, je mettrai les liens dans la description ci-dessous. Elijah, encore un grand merci, c'était un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir et je vous remercie de m'avoir invité. J'espère que vous m'inviterez à nouveau.